Ma position est un peu délicate. Moi, je suis membre de rien du tout. Je suis juste cinéaste. Euh, j'ai donc euh, commencé à enquêter sur ce problème il y a 3 ans, en vue de chercher une dramaturgie forte pour faire un film qui me convienne à moi comme premier spectateur de mes films. Et je suis tombé là-dedans jusqu'au cou. Et en fait, en vous écoutant parler, d'abord merci pour votre engagement. Moi, ça me touche beaucoup qu'il y ait des gens comme vous qui s'impliquent là-dedans. Et merci aussi à la FNAC, parce que c'est pas souvent que des enseignes comme ça, qui sont commerciales, s'investissent dans un truc aussi risqué, parce que voilà, après tout, il y a peut-être des gens qui rentrent ici et qui sont pas d'accord avec ce qui est développé ici et qui sont des clients potentiels, et vous prenez le risque qui tournent les talons, et je vous assure que vous êtes les seuls à faire ça, hein, bravo. La logique commerciale l'emporte souvent sur tout, et là, c'est pas le cas, bravo. En vous écoutant parler, moi, je me disais, mais d'où ça vient tout ça, quoi? D'où ça sort? En fait, ça sort du mot qui a été prononcé plusieurs fois, c'est la peur. C'est-à-dire, voilà, je pense que la démocratie, elle a ses limites, et ces limites, elles sont atteintes là. C'est des grands mots, mais quand même, on est, j'ai la sensation qu'on est gouverné par pas par un désir électoral, et qu'on est entièrement toujours en campagne électorale, que ça ne s'arrête jamais, voilà, Nicolas Sarkozy a fait sa campagne sur la peur, donc la stigmatisation des étrangers, parce qu'il avait compris, ses conseillers lui avaient dit, la France a vieilli, donc l'électorat français est un électorat il y a une niche, on peut aller chercher des voix chez les personnes âgées, et les personnes âgées, on sait que par essence, elles sont sensibles à ce genre d'arguments, la peur, l'inquiétude. Et donc voilà, tout est basé, j'ai l'impression que toute la politique de ce gouvernement est basée là-dessus. Et là, on touche un point crucial, c'est la stigmatisation de l'étranger. Tout le départ de tout ça, c'est là. Et en fait, on cherche jamais à faire les choses pour. On fait toujours les choses contre quelque chose. Et dans tous les domaines politiques, je trouve que c'est déplorable, mais dans celui-là, là, ça atteint la dignité humaine. Et moi, ce que j'ai vu dans le Calaisis, alors vous allez me dire, le Calaisis, c'est un peu spécifique. N'empêche que je trouve que c'est un instantané extrêmement révélateur de ce qui se passe en France et par extension en Europe, parce qu'en Italie, c'est pas loin d'être pire. Néanmoins, c'est de notre pays dont on traite, et j'ai vu des horreurs, quoi. J'ai été au contact, je suis allé passer des nuits avec les migrants et avec les bénévoles. J'ai vu ce que c'était de passer un hiver entier à dormir dans la boue. J'ai vu des trucs qui me restent, quoi. Une jeune érythréenne avec un bébé dans le dos qui dormait dans la boue, là, aux portes de Calais, quoi. Je découvrais tout ça. J'ai eu l'impression qu'on me donnait une gifle énorme, et je me suis dit, mais comment on peut laisser des gens vivre dans des conditions pareilles dans le pays où je vis, et où j'ai toujours eu l'impression qu'on était un exemple de pays de droits de l'homme. Ça ne peut pas tenir debout, ça. Et me rendant compte en plus que on harcelait les bénévoles qui viennent en aide à ces gens-là. Plus ou moins, hein, c'est un harcèlement larvaire qui est très complexe, mais néanmoins, ils se sentent harcelés, et je l'ai vu, j'ai pu le sentir, quoi. Faire peser au-dessus d'eux cette épée de Damoclès qui tient dans ces quelques lignes du L622.1 du CCDA, là, d'aide à personnes en situation irrégulière, c'est une honte, parce que faut aussi imaginer une chose, c'est que si ces gens-là, demain, arrêtent de faire des distributions de nourriture, de soigner les bobos, de faire des collectes de vêtements et tout ça, mais surtout s'ils arrêtent de nourrir
les migrants, cette situation qui tient à peu près, parce qu'ils sont entre 5 et 700 dans le Calaisis, là, qui tient à peu près debout sans qu'il y ait trop de heurts sur la paix civile, si on les nourrit plus, si eux, ces bénévoles-là, qui sont stigmatisés par le gouvernement, ne les nourrissent plus, c'est la guerre civile là-haut. Parce qu'au bout d'une semaine de faim, ils vont sortir du bois, les migrants. C'est des gamins. Hein. J'ai vu le plus jeune, il avait 13 ans. Le plus jeune que j'ai rencontré avait 13 ans. Et le plus vieux, peut-être quoi 25. C'est tous des gens très jeunes qui sont, pour la plupart, éduqués. J'ai vu des instituteurs, des étudiants. Enfin, il faut avoir un certain bagage pour se lancer dans cette migration folle. Et puis, il faut avoir la jeunesse arrivée au corps, parce qu'il faut avoir la liberté, il ne faut pas avoir d'enfants, de foyers. Ils vont tous rejoindre une communauté en Angleterre. Enfin, on sait pourquoi ils vont en Angleterre aussi, parce que la libéralisation du travail, le travail au noir, le marché parallèle, les communautés que ça a attirées, qui maintenant phagocytent ces jeunes migrants. Si demain les bénévoles ne viennent plus en aide à ces gens-là, c'est la guerre civile là-haut. C'est-à-dire qu'ils vont aller piller les magasins, quoi. C'est sûr. Enfin, évidemment qu'on n'en est pas là, mais on ne pourra pas leur donner tort. Ils auront faim. Donc, voilà. Et arriver à cette idée que l'appel d'air va en faire venir d'autres, mais c'est risible. Comment on peut... je ne sais pas, un jeune Afghan qui fuit les répressions des talibans ou une jeune africaine qui part du Darfour, c'est pas parce qu'elle va savoir qu'elle va être plus ou moins bien accueillie à Calais alors qu'elle pense qu'elle va y passer 24 heures que ça va l'inciter à ne pas venir. C'est faux, c'est une erreur monumentale. L'appel d'air n'existe pas. La seule chose qui existe, en l'occurrence, c'est l'indignité, mais notre indignité. Parce que moi, je me sentais responsable de ce que je voyais là-bas, quoi. Voilà. On peut pas laisser ça comme ça. Et cette modification du L622.1, rajouter à aide à personne en situation irrégulière est un délit passible de 5 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Il faut voir, c'est dément. Quand vous pensez qu'une fraude électorale en France, c'est puni de 6 mois de prison avec sursis, enfin, on croit rêver, quoi. Voilà, c'est une loi inique et il faut impérativement que cet article soit amendé à des fins pécuniaires pour que ce ne soit plus que les réseaux de passeurs qui soient touchés. Voilà. Donc, moi, j'ai eu la surprise de voir que mon film est devenu le fer de lance de l'opposition quant à la modification de cet article de loi. Il a été projeté à l'Assemblée nationale. Il y a eu donc ce courant-là que Daniel Goldberg, au passage, est remercié, le député PS qui a rédigé le rapport et qui a demandé la proposition de modification de loi. Et j'ai assisté à une pantomime de démocratie à l'Assemblée nationale, puisque le jour où ça devait être débattu et voté, c'était un jeudi, l'hémicycle était au grand complet, et Jean-François Copé, sentant que si quelques députés UMP basculaient de l'autre côté, par simple compassion, par simple réflexe humain, ça pouvait déstabiliser le gouvernement, parce que pas oublier que Sarkozy a fermé le centre de Sangatte, qui est une connerie énorme, toujours pour les mêmes raisons. L'appel d'air. Il ne veut pas être désavoué du tout. Donc le mot d'ordre est tombé et personne ne va aller à l'encontre de ce qu'il a décrété. Surtout pas Besson. Et donc Jean-François Copé, ce jeudi, a fait un incident de séance volontaire. C'est-à-dire qu'il s'est pris de bec avec les députés PS à propos de la loi Hadopi. Il y a eu un peu d'agitation dans l'hémicycle.
ce sur quoi Karoudji a dit, puisque c'est le bazar, on ne votera pas aujourd'hui, il y aura juste les débats. Et donc tous les députés UMP se sont levés et sont partis. Et de 15 h à 23 h 30, moi j'étais au perchoir, là-haut, comme simple citoyen, en train de regarder mon pays débattre d'une loi inique. Tous les débats ont eu lieu devant une assemblée vide. Et à 23 h 30, voilà, c'était plié, tout le monde est rentré chez soi. Et le mardi, les députés de la majorité sont revenus sans avoir entendu un mot de ce qui s'est dit. Je remercie au passage Christiane Taubira, Noël Mamère, c'est tous les autres qui ont été formidables et qui ont donné un sentiment humain voilà, simplement humain, quoi. Et c'est une demande de révision de la loi extrêmement pondérée. C'était pas du tout un truc révolutionnaire. Et le mardi, les députés UMP sont rentrés dans l'hémicycle et ont voté contre, sans savoir contre quoi exactement ils votaient. Voilà, ça s'est pas passé souvent, ça, sous la Ve République. Ça a eu lieu, là, il y a un mois. J'étais là, j'ai tout vu et je suis écœuré de ce qui s'est passé, quoi. Donc maintenant, le débat va être relancé au plan international, européen, et j'espère qu'on va aboutir. Voilà.